Bon, je ne vais pas aller dans les compliments, mais j'ai beaucoup aimé, hein, pour autant, vraiment. Et est-ce que j'ai tort en disant que c'est la fin d'une trilogie ou pas? J'ai tort. Une trilogie, c'est-à-dire par Je veux dire, rapport moi je vois une sorte de trilogie entre guillemets sociale qui avait commencé avec Louise Michel, avec un pic peut-être un petit peu moins fort pour moi avec Mammouth, et puis donc une sorte de conclusion quand la fin soit ouverte, par hypothèse, avec Ce Grand Soir. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que vous prévoyez éventuellement donc d'augmenter le polyptyque, d'aller plus loin, d'aller à un quatrième on a tué des patrons dans Louise Michel, on a quasiment foutu le feu à une zone commerciale. Tout à fait. Il y avait la retraite aussi avec Mammouth, le travail au noir, ce genre de choses-là. Non, mais les thèmes sociaux seront toujours présents, ça on ne pourra pas les éviter. Et après, effectivement, on a envie de partir sur autre chose pour le prochain, mais c'est encore informel. Ça date de quasiment 3 jours, mais non, mais c'est une envie qu'on va peut-être pas faire, parce que on va peut-être même pas faire de film, j'en sais rien, mais en tout cas l'envie de faire un film quasiment sans vedette, enfin sans acteurs connus, et à très très petit budget. Voilà. Un peu dans l'esprit des premiers exercices que vous aviez fait. Revenir au noir et blanc éventuellement? Ouais, même peut-être revenir au noir et blanc. Ouais. Mais ce ne sont que des suppositions, mais on a envie de bousculer un peu les choses. Mais à la fois, là, par exemple, on a sympathisé avec Jean Dujardin, qu'on connaissait déjà bien, mais bon. Et du coup, peut-être qu'une idée viendra avec Jean Dujardin, on ne sait pas. Rien n'est sûr, en fait. Mais Dujardin à l'écriture, peut-être, à ce moment-là, mais pas forcément. Parler de naissance de vedette avec... un Oscarisé. Non, mais c'est un Oscarisé, mais c'est surtout un mec talentueux, et c'est ça qui compte. Et très ouvert, je pense, sur des choses très différentes. Très ouvert, et puis c'est un bon déconneur, un peu. Donc, après... ça serait bien d'accord. Ouais, non, mais je sais pas, on sait pas, mais en tout cas, l'idée, là, pour l'instant, c'est de faire sans personne connue. Ouais. Okay. Après, Dupontel et Poulvord, tandem, c'est sportif aussi? Oui, non, sportif, enfin, c'est comme ils sont, tout le monde dit qu'ils sont un peu ingérables, etc., mais en fait, pas du tout. On a eu une première réunion qui a été un peu houleuse parce que l'un reniflait l'autre, c'était un peu difficile, on va dire, la première réunion. Mais après, sur le tournage, ça s'est hyper bien passé. Et effectivement, non, mais c'est surtout, ils sont consciencieux, quoi, tu vois. Ils ont envie que ce soit un bon film, donc ils n'ont pas envie de faire les cons, et puis ils sont là, et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et voilà, c'est leur boulot. Hein, donc, a priori, vous préférez jouer avec des stars ou avec des acteurs moins connus? Quand c'est des stars comme Poulvord et Dupontel, ça gêne pas. Si c'est des stars qui font chier pour avoir des fleurs dans leur loge, ou s'il y a trop de contraintes, on n'ira pas, mais si c'est des gens talentueux et qui font pas trop chier, ça va, quoi. Fallait que ce soit punk, quoi. Ouais, punk un peu, voilà. Ouais, quelque part. Punk un petit chien. Punk à petit chien, voilà. Qui a été recommencé d'ailleurs, j'ai vu. Oui, Billy Bob, impeccable. Billy, oui, très bien. Super le chien. Bel avenir à la Huggy. Ouais, j'espère pour lui. Mais très indépendant. Est-ce que c'est vrai que c'est le chien de Bob? Ouais, c'est le chien de Bob. Et justement, j'avais une question en ce qui concerne les acteurs, notamment en ce qui concerne Brigitte Fontaine. Déjà, j'ai deux questions. Déjà, pourquoi Brigitte Fontaine? Et deuxièmement, comment vous avez travaillé avec elle? Est-ce qu'il y avait un rôle et elle s'adaptait au rôle? Vous avez plutôt adapté le rôle à Brigitte Fontaine et à sa personnalité? En fait, on avait pensé à Andrea Ferréol au début, parce qu'on l'adore. Et puis après, on a eu l'idée de Brigitte Fontaine, mais je dois avouer que j'ai écouté une ou deux chansons d'elle, mais c'est surtout le personnage qui me plaisait. Et en fait, on a fait nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre le moment en présent. Donc on a fait un rendez-vous avec elle, on a réussi à savoir où elle habitait, etc. On était allé manger avec elle, et en fait, elle était à ça, elle ne nous connaissait pas, elle ne connaissait ni Poulvord ni Dupontel, pour te dire. Et puis, elle nous a sentis, parce qu'en fait, Brigitte Fontaine, comme Poulvord, comme Depardieu, sont des instinctifs. C'est des clébards, quoi. Ils te sentent, ils te voient, et puis elle a vu qu'on était... même elle a dit, pareil, à son mari, qui est Areski, qui joue dans le film, elle a dit,
Il paraît qu'elle a dit après, ils sont comme nous. Voilà, donc elle nous a sentis, elle s'est dit bon, pourquoi pas, elle n'avait jamais joué au cinéma. On lui dit qu'elle joue la mère éventuellement de Poulvord et Dupontel, qui sait, on raconte. Elle dit non, mais moi je ne jouerai jamais une mère déjà, et puis une mère de deux vieux schnocks comme ça, non, pas possible. Moi, de toute façon, si je fais du cinéma, je ne veux jouer qu'une sorcière qui fume dans une forêt bretonne. Donc, d'accord. Bon, il dit ben, on vous donnera quand même le scénario, on ne sait jamais. Et puis après, c'est ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi, puis sur l'ordinateur, j'ai fait remplacer maman par la mère par la sorcière qui fume dans une forêt bretonne. Et donc on lui a donné le scénario comme ça, et elle a dit formidable, je le fais. Elle a fumé dans une pataterie, c'est pas? Ouais, elle a fumé c'était quelque part ça. Mais... Et une pataterie déserte, donc il y a le concept. Déserte, ouais, parce que en fait, la pataterie est déserte, parce que la figuration ça nous rend fou quand on voit les figurants. Non, mais c'est le fait d'avoir des figurants. Moi, je vois tout de suite que c'est des figurants, donc ça m'énerve. Donc on a préféré qu'il n'y ait personne. Moi, j'imaginais que c'était un dimanche. Mais il y avait quand même un seul client qui était un Finlandais d'Angoulême qu'on a rencontré par hasard, un gars qui était en chaise roulante et qui est mort d'ailleurs depuis, et qu'on a voulu mettre dans le film parce qu'il était extraordinaire. Mais c'est juste des rencontres comme ça, comme le gars était extraordinaire, on s'est dit bon, lui au moins il sera c'est un bon figurant. Voilà. C'est justement sur la partie d'instinct du film, au niveau du tournage, est-ce qu'il y avait des choses très écrites à la base ou... Ouais, tout est écrit à la base, mais tout est transformé sur le tournage en fait. Parce que, mais ça, on le fait depuis Mammouth en fait. On réécrit les scènes, c'est un travail qu'on fait de plus en plus parce qu'en fait, quand c'était nous qui jouions, on s'en foutait quelque part. On arrivait le matin, puis on disait bon, qu'est-ce qu'on fait voilà. À partir du moment où on a eu Yolande Moreau et Millionnaires, on s'est dit s'ils arrivent le matin et puis qu'ils attendent 2 heures avant de savoir, ils vont se dire mais ils savent pas ce qu'ils font, tout ça. Donc on a commencé à arriver déjà, par exemple si on tourne à 8 heures, on a commencé à arriver à 7 heures pour au moins savoir ce qu'on allait faire, quoi. Et puis après avec Depardieu, alors là c'était parce que lui quand il arrive, il faut y aller parce que sinon donc on est arrivé 2 heures avant. Mais même 2 heures avant, ça ne suffisait pas. Et puis en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit le soir, donc la veille du tournage, et on revoit toutes les scènes, et on élimine les scènes même, des fois, on annule les scènes carrément, on réécrit les scènes le soir. Donc maintenant, c'est un travail qu'on a fait depuis ce film, de réécrire les scènes au fur et à mesure, et d'en éliminer certaines pour même en rajouter d'autres, des choses qui n'étaient pas prévues. Là, on a fait même aussi des caméras cachées. Oui, ça, enfin, dans le centre commercial. Ouais. Donc, on essaye de faire plein de trucs comme ça, différents. On essaye juste d'améliorer les scènes prévues au maximum. Chaque fois, de partir d'une scène et de vraiment se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette scène, qui est quelquefois assez banale à l'écriture, prenne tout son sens. Parce qu'en fait, nous, on fait que des plans fixes. Donc on ne peut pas, en termes de rythme, ça peut être très chiant, quoi. Donc s'il faut qu'il se passe à chaque fois quelque chose dans une scène, soit un gag, un dialogue, une avancée du scénario, n'importe quoi, un truc, mais il faut qu'il se passe quelque chose visuellement, une idée visuelle, une idée de cadre, j'en sais rien, mais si tu regardes, je ne sais pas combien on a de plans dans le film, mais peut-être qu'on a 150 plans, j'en sais rien, alors qu'un film normal, il y en a 600, quoi. Je crois j'ai l'impression qu'il y a un seul contre-champ dans le film, et en fait c'est un faux contre-champ, c'est les acteurs qui changent de place, à la place de la caméra. Ouais, c'est vrai. C'est quoi? C'était un essai, en fait, qu'on n'a pas... Mais c'est bien que tu aies noté ça, mais à la fois on voulait trouver, on s'est dit, on ne peut pas faire un truc normal. Donc effectivement, il y a le même tableau qui est derrière... Donc ça fait un truc assez bizarre, ça fait comme une coupure, on va dire bizarre, mais effectivement on avait fait toute la scène, comme ils étaient 4 comme ça, et on avait fait toute la scène où une fois toi tu étais à ma place, on changeait la place de chaque personne à chaque fois, mais au montage ça n'a pas marché, mais on a quand même cette obligation d'avoir à chaque fois le même tableau.
derrière, on a tenté un truc, tu vois, on s'est dit on peut pas faire un truc banal comme ça, une table. Bon, ça n'a pas marché à 100%, mais ça a marché à... Et vous faites beaucoup de prises? Le moins possible. Non, parce que pour une question de temps déjà, parce qu'on fait des tournages assez courts, hein, de 4 semaines, donc c'est assez rock'n'roll. Et puis après, on n'a pas envie de rester des heures et des heures sur un même truc. On a tellement de choses à faire. Souvent, on a beaucoup de lieux différents, justement, comme dans les films, pour pas les rendre chiants. Il faut que ça bouge quand même en termes de... que tu vois plein de gens différents et que aussi on change de lieu, parce que si tu restais dans le même lieu tout le temps, c'est un peu... Donc ça veut dire, dès que tu changes de lieu, c'est compliqué avec une équipe et tout ça, donc il faut y aller, et effectivement, dès qu'on peut avoir qu'une prise, par exemple, là un truc qui vient à l'esprit comme ça, c'est quand Dupontel rentre chez lui avec sa femme, là on lui dit vas-y, fais une petite répète comme ça, donc on répète filmé, et il nous dit, bon voilà, je l'ai joué à plat, et là je vais lui donner, il dit, ben non, justement, de toute façon, vous voulez qu'il joue à plat, bien sûr. Donc on a gardé la répète filmée, tu vois. Dès qu'on sent que c'est bon, on va pas se faire chier à faire 100 prises pour avoir... Et puis en plus, souvent, il y a des non-professionnels qui jouent, donc quand tu as la chance d'avoir une prise bonne... Tu dis merci, on appellerait toujours avec les ouvrières de Louise Michel, quand il y avait la table ronde pour décider à main levée de tuer le patron, il n'y avait que des non-professionnels, c'était des timides monstrueuses, des picardes. Mais quand on a eu au bout de la deuxième prise à peu près ce qu'on voulait, on s'est dit stop. Merci. Et donc voilà, c'est pareil pour... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des professionnels, donc dès qu'on a à peu près une bonne prise, on est content. Puis en général, les prises sont vraiment bonnes. Est-ce que vous avez envie de faire un film avec plus de plans, moins camégraphiquement, toujours le même style? Non, parce que je sais pas, nous aussi on s'emmerde assez rapidement. Hein, donc là, on a trouvé une solution pour ne pas s'emmerder. Donc ça nous va. Je trouve que les champs contre champs, ça fait que tous les films se ressemblent. Là, j'ai vu, je sais plus, Tous les soleils, et plus après j'ai vu un autre film, et j'ai l'impression de voir toujours le même film. C'est en termes en tout cas de réalisation. Quoi. Et ça, c'est en partie les champs contre champs qui uniformisent vachement le cinéma. Quoi. Donc non, on n'a pas envie de changer de méthode, on n'a pas envie de... Là, par exemple, je te dis juste un exemple, mais c'est, par exemple, il y a un Chinois qui accueille à la porte du restaurant chinois, là où il y a Depardieu à l'intérieur. Et c'est un mec que j'ai connu il y a 20 ans, quand je faisais une émission qui s'appelait Plein de Super sur Canal+. C'est un mec que je faisais un reportage à Roland-Garros, et je cherchais une idée, puis je vois un mec, un Chinois, assis avec un transistor en train d'écouter Roland-Garros à Roland-Garros. Côté absurde, mais... Côté absurde. Et donc j'ai parlé avec ce mec qui est un peu un simple, quoi. Et depuis ce jour-là, j'ai fait 2 sujets avec lui, parce que je l'ai trouvé extraordinaire, avec un rire extraordinaire, et surtout, on dirait un ange, enfin c'est assez bizarre. Et j'ai toujours gardé contact avec lui, c'est un mec qui vit dans une pauvreté monstrueuse. Et donc j'avais envie qu'il soit sur le film pour lui payer déjà 2 nuits d'hôtel, pour qu'il soit bien. Il a tourné 2 secondes, mais il est resté 2 jours. Et ça, c'est... il y a plein de gens comme ça dans les films, il y a des clochards, il y a des... C'est une cour des miracles, mais justement ce mec qui s'appelle Marius, là, le chinois de Marseille, parce qu'il parle avec la... Oui, c'est ça qui est drôle, encore, ça fait encore un degré de plus. Oui, c'est un Marseillais pure souche. Et donc la conversation avec Depardieu à table à midi, parce qu'il a 2 dents, donc sur la dentition et le fait d'aller se faire refaire les dents en Roumanie. C'était absolument incroyable. Et pour vivre des moments extérieurs même au tournage, et tout compte, c'est la vie, quoi. Enfin, donc c'est ça qui est intéressant. Et
les repérages aussi sont extraordinaires. Enfin voilà, donc ce qui est important, c'est de vivre le moment présent, quoi. Donc c'est pour ça que je disais, le repérage a été génial, le tournage a été extraordinaire. Je te parle pas en termes de rendu, je te parle en termes humainement, quoi. La promotion était super, à Cannes on s'est bien marré. Là le film sort, qu'il marche ou qu'il marche pas. On arrivera toujours à retomber sur nos pattes d'une manière ou d'une autre. Hein. Et le prix à Cannes, ça fait plaisir ou vous en foutez? Non, super content. Le cinéma français n'a été récompensé que comme ça. Voilà, Hein. merci. Ah mais oui, on ne peut pas considérer que tout est français. Hein, non, on est bien d'accord. Tout est français, sauf le metteur en scène. Alors que vous, c'est impeccable. Non, donc la prochaine fois, ce sera dans la sélection officielle. Non, on ne sait pas, on verra bien, non, mais on était contents surtout du déroulé de Cannes, enfin on s'est bien marré. Il y a certains regards, c'est sympa. Certains regards, c'était une belle sélection, enfin je sais pas, j'ai pas vu les autres films. Non, mais Tim Roth, vous avez des contacts avec... Pas du tout, il m'a étreint à la cérémonie de clôture, enfin. Mais c'est tout, vous n'aviez pas eu l'occasion d'échanger, non? Malheureusement non, mais j'ai vu dans ses yeux que... C'est un personnage intéressant, je suis sûre, vous auriez pu vous entendre. Ouais, je sais pas, c'est une idée que je me fais. C'est lui qui m'a pris dans ses bras, alors que d'habitude c'est moi. Ah, oui. Et qui m'a fait tourner comme ça, parce que moi je me suis dit, là je vais prendre mon truc, je vais rien dire, j'avais tellement fait imbécile avant que... Et c'est lui qui m'a pris comme ça, qui m'a fait tourner. C'est bon signe. Non, mais voilà, c'est sûrement un mec hyper intéressant. Et pour le message entre guillemets du film, c'est un film contre un peu la société de consommation, on peut le dire, ce genre de choses. Est-ce que vous qualifierez de situationniste? Je crois que notre compagnon est parti d'attaque, non? Je faisais partie. Il est plus. Le situationniste, pour tout te dire, c'est comme tout. C'est-à-dire, comme j'avais jamais écouté de disques de Brigitte Fontaine, j'avais jamais vu de film de Kaurismäki alors qu'on a tourné avec lui. Je sens les choses, peut-être que moi aussi je suis un clébard, mais j'ai jamais lu le livre de situationniste en fait. Mais je sais à quoi ça correspond et je sais qu'on est là-dedans. Enfin, on peut se revendiquer effectivement de ça et en tout cas de ne pas accepter les choses en place. Voilà. Essayer de ne pas de voir les injustices et essayer de lutter contre ça, essayer d'être libre, essayer de faire des choses différentes, essayer de vivre intensément tout en étant... en frayant dans une société capitaliste et en travaillant avec des capitalistes. Et pour te donner une anecdote sur les situationnistes assez marrante, c'est qu'il y a un des situationnistes qui s'appelle Raoul Vanhagen, que vous devez connaître, et on voulait le mettre dans un des films qui était à Vida. Donc on réussit à avoir son numéro de téléphone, c'est comme un travail de piste, c'est ça qui nous fait marrer. On réussit à l'appeler, il nous dit venez chez moi, mais vous habitez. J'habite à je sais plus, une petite ville à la frontière belge. Il dit on vient vous voir. Mais oui, vous savez, moi j'ai pas trop envie. Mais oui, mais vous allez voir, on est des gens bien. Enfin bon, bref. Donc on part en voiture, on loue une bagnole avec Benoît et on se dit mais attends, mais on n'a jamais lu le bouquin de Vanhagen. Donc on s'arrête dans une librairie à Lille. On achète 3 bouquins de Vanhagen et là, on part en bagnole vers chez lui. Et là, je commence à regarder les trucs derrière. J'essaie de retenir 3 idées. Et puis je me dis, il va voir qu'on n'a jamais lu les livres. Donc on a mis les livres comme ça à la fenêtre. Donc ça fait comme ça pour essayer qu'ils soient un peu plus vieux, quoi. Et puis on arrive chez Vanhagen. On a passé 1 heure, et moi j'ai réussi à sortir 2-3 trucs que j'avais lus, tu vois, comme au bac, quoi. Quand j'ai passé le bac. C'était le situationnisme en situation. Voilà. Et tout ça pour qu'ils nous disent qu'il ne voulait jamais apparaître. Parce que non, il ne veut pas apparaître, il n'a jamais apparu dans... Il fallait lui mettre un masque. Oui, on lui a proposé. Oui, pour Avidas, on a été impeccable. Mais non, même ça, je ne voulais pas, mais on a passé 2 heures géniales avec une bière que j'avais jamais bu, je sais pas, peut-être à 25 degrés, un truc de malade mental. C'était génial. Et même lui a oublié de nourrir sa fille. Bon, c'était
Papa, j'ai faim, j'ai faim. Enfin, non, mais c'était, tu vois, tu vois, ça m'a servi à rien. On savait que c'était à la limite perdu d'avance. Mais le fait de vivre une petite histoire comme ça, une petite connerie, comme quand on a essayé de convaincre David Lynch de jouer dans un film, enfin, là, dernièrement Piccoli, mais tu vois, de vivre de vivre des petites conneries, mais à la fois qui font peut-être que ça marche, quoi. Nous, on dit que tout est possible, donc on essaye des trucs, si ça marche pas, on aura bien rigolé, puis on aura pris un vent, mais au moins on aura vécu quelque chose, quoi. Tout à fait. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, vous réunissez à chaque film votre famille de cinéma, entre guillemets, avec Depardieu qui revient, etc. Ça, c'est un grand plaisir de faire revenir. Surtout tout le les monde. Belges, enfin, je veux dire, Bouli Ouais, Lanners, les qui Belges. était tellement extraordinaire, moi j'adore. Ouais. Et Yolande Moreau aussi, là, en tout petit caméo, mais c'était essentiel. Mais elle sortait de maladie et elle voulait venir sur le Ça m'a tournage. dit quelque chose, quand même. Louise Michel, pour moi, c'est c'était- le plus extraordinaire de ce que vous avez fait. Pour Bah l'instant. écoute, merci. Ah, mais je trouve, ça m'a touchée, mais alors d'une façon Ah ouais. exceptionnelle, Mhm. parce que c'est tellement improbable Oui, et tellement c'est- magnifique en même temps. Et pour revenir à. Qu'est-ce que tu me dis de parler de Revenir Depardieu Ouais. Depardieu, il voulait venir sur le tournage. Mais C'est les peut-être autres pas nous aussi. qui voulions. Il était en train de tourner Astérix. Il a pris. Il était en Hongrie. Il a pris 3 avions pour venir. Il a fait plus de voyages qu'il est resté une demi-journée. Il a tourné une scène qu'on n'a même pas mis. On l'a mis en haut d'une tour avec une grue. Enfin, c'était un truc de fou. On l'a même pas gardé. Mais il voulait venir nous voir. Voilà, donc il est venu et c'est aussi c'est lui, enfin, tu vois, Et tous les autres petits caméos, l'Entarteur, Chris Mackie, etc. Un tarteur, bah, lui aussi c'est pareil, lui c'est un mec qui a pas de thune, donc on le fait venir parce que ça nous plaît qu'il soit là. Il y a même l'agrippeur, on a eu l'Entarteur et l'agrippeur qui est de Sarkozy qui joue dans le film, quand même. C'est lui qui tire Poulvord quand il parle dans le supermarché. Ah, d'accord. Là aussi une histoire abracadabrantesque, comme dirait l'autre, pour avoir l'agrippeur dans le film. Mais il nous manque plus que le jeteur de chaussures de George Bush, là, mais très dur à voir. Si vous avez Une piste, une piste pour le joindre, Ok. on est preneur. Est-ce qu'il y a eu un making fuck-off numéro 2 pour ce film? Non, là on a absolument rien. On est sec, on déteste les making-of. On l'avait fait parce que c'était marrant de le faire en Super 8 avec Fred Poulet qui est un artiste. Mais là on avait eu une petite idée, c'est de mettre une caméra autour du chien. Mais finalement on l'a pas fait, donc il n'y a absolument aucune image, mais parce que ça prend le chou en fait. C'est déjà compliqué, c'est dur de faire un film, mine de rien. Et ça prend du temps, ça prend la tête. Si en plus tu as quelqu'un, il faut qu'il te pose des questions. Si c'est nous qui le faisons, ça nous aussi. Enfin, on n'a jamais trouvé la bonne solution, à part Fred Poulet qui a fait un truc plutôt bien, mais très bien même. Mais voilà, non, donc on ne fait pas de making-of. Et le prochain film que vous allez faire sera toujours avec Bernard Delépine? Oui, normalement, enfin j'espère. C'est un duo à la vie et la mort. Non, il y a la mort parce que c'est compliqué aussi. Mais non, mais j'espère, oui, j'espère qu'on le fera ensemble parce qu'on est vachement complémentaires, quoi. Donc c'est important dans les films un peu fragiles qui se font un peu comme ça au fil du rasoir. Si moi j'ai pas une idée, lui il en aura une. C'est hyper important parce qu'il faut réagir comme ça, il faut se dire tout de suite non, cette scène-là c'est pas la peine de la faire. Enfin, c'est tout seul. Moi je sais pas comment font les gens pour faire un film tellement c'est de tension, c'est de questions, et là à deux, il y en a toujours un qui a une solution. Donc alors il y a des concessions à faire. Moi des fois j'aimerais bien faire un truc. Je me dis bon, je laisse tomber. Enfin, elle est obligée. C'est comme dans tout couple. Tu es obligé de faire des concessions, parfois qui te font mal d'ailleurs, mais à la fois c'est pour faire avancer le film. Donc sinon si tu commences à dire non, je veux pas faire ça, non, pas question. Alors là, on va dans un coin, on commence à s'engueuler, ce qui arrive 1 ou 2 fois par film quand même, faut le dire. Mais les acteurs qui sont là, qu'est-ce qui se passe Ah, parce que c'est en réunion
les engueulades éventuellement. Bah non, mais sur une scène, il arrive d'accord. qu'on soit. Donc c'est pas au niveau de l'écriture, c'est après quoi. Là, on s'envoie chier, c'est arrivé une ou deux fois, donc. Mais bon, ça fait partie du. C'est normal. Hein, c'est pas... J'ai noté le caméo justement de Benoît Delépine. Je ne vous ai pas vu dans le film. Avec les papiers de toilette, ça j'ai bien vu, mais vous je vous ai pas vu non plus. J'ai été prévu, mais en remplaçant, et en fait, j'ai fait une scène qui n'a pas été gardée en montage. J'étais responsable d'un pressing, parce qu'on avait pris la vraie dame du pressing, et puis elle était, des fois ça marche pas. C'est pour ça que j'étais remplaçant comédien, et j'ai pris sa place, mais on n'a pas gardé la scène en fait. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça éliminées, enfin pas mal cette fois-ci. Ouais, il y a eu beaucoup plus de déchets que d'habitude. Il y a eu toute une séquence avec Barbet Schroeder, le réalisateur qu'on n'a pas gardé, malheureusement, qui était vachement bien, mais c'était une digression du film, en fait. Justement, quand ils partaient comme ça en Fenwick, ils allaient dans les vignes, puis ils rencontraient un mec. Il y avait toute une histoire là-dessus, puis on a décidé de se concentrer sur les deux frères, et du coup, cette digression... était plus intéressante malheureusement parce que Barbet était vraiment top. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petites choses comme ça qui sont passées à l'as, mais bon, ça aussi ça fait partie de... Et qui aurait pu se retrouver justement dans les fameuses scènes coupées qu'on retrouve dans les DVD. David Lynch aussi qui est venu faire un petit truc. Et c'est vrai non, finalement, découvrir la Charente. Une minute. Vous citez au remerciement Remo Forlani, il a participé au film ou... À Vida, ouais. À Vida. Voilà, il était dedans, ouais, c'est un mec aussi, on aimait bien ce mec-là. Des fois, c'était la voix, par exemple, on aimait bien sa voix. Il fait venir. Et voilà, et c'est pour ça qu'au début du générique, on remercie Claude Chabrol, tous les gens qui ont été parmi nous, et aussi des copains morts au combat. On a voulu remercier tous ces gens-là. On a même voulu mettre les animaux du zoo qui sont morts dans les tournées dans la rivière. On s'est dit, Claude Chabrol et après Marie Desil, la girafe, c'est un peu bizarre. Mais à la fois maintenant je regrette de ne pas les avoir mis ces deux. Il y avait le lion et la girafe qui sont morts depuis. Ouais. On s'est renseigné, on a rappelé le zoo. Ouais. Et donc on a mis tous les morts. Il y a Joe l'Indien qui était le clochard qui était en bas de chez moi qui jouait dans la Vida. Enfin voilà, on a remercié tous ces gens-là. Vous avez des projets en tant que comédien devant la caméra? Bah écoute, j'essaye aussi un peu, mais à la fois j'ai tourné dans un petit truc avec Hélène Mosnino, j'ai tourné un truc là, avec un film de vieux, là, ils sont invités tous ensemble. Avec une scène avec Christiane Fonda. Je l'ai pas vu, c'était... De temps en temps, je fais des petits trucs comme ça. Là, on m'a envoyé des trucs, mais dès que c'est trop long, ça me fait peur, parce qu'apprendre les textes... Voilà, donc je suis assez sélectif, mais non pas par... c'est plutôt parce que j'ai peur de ne pas y arriver, ou de ne pas avoir la mémoire. Puis vous continuez toujours l'aventure Groland? Ah bah oui, ça c'est notre gagne-pain principal, et puis surtout ça nous permet de chercher les idées de façon permanente, et les idées qu'on ne garde pas pour Groland, quelquefois, servent pour les films. Donc c'est à la fois ce qui fait la beauté et le truc chiant de ce boulot, c'est que tu y penses sans arrêt, quoi, la nuit, le jour. Et c'est un peu accaparant, mais à la fois, c'est un bon boulot quand même. Mais non, on n'abandonne pas Groland, ça continue l'année prochaine. On fête les 20 ans, on va faire justement... On avait abandonné notre festival de Caen pour des raisons policières. Et du coup, on va refaire un truc à Toulouse. Donc on va faire un spectacle de rue, puis un festival du film grolandais à Toulouse, je crois en septembre prochain. Et là, à Sète, il y a au musée des arts d'Irosa, il y a une exposition des artistes grolandais.